Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection AFIRSE. Dirigée par Guy Berger. L'AFIRSE, Association francophone internationale, comprend en outre des sections nationales, Afrique centrale et de l'Ouest, Belgique, Brésil, Espagne, France, Grèce, Mexique, Portugal. Ses thématiques de travail sont essentiellement la recherche en éducation et les épistémologies et méthodologies que celle-ci mobilise. Chaque année depuis 1990, se tiennent un colloque international et 2 ou 3 colloques, eux-mêmes internationaux, qu'organise l'une ou l'autre de ces sections nationales. C'est de ces travaux, en prenant volontairement en charge leur hétérogénéité tant scientifique que culturelle, que cette collection veut rendre compte, multipliant ainsi les ouvertures et les échanges que permet l'utilisation de la langue française. In Memoriam Michel Janton. Remerciements à Guy Berger pour sa présence attentive et pour les journées de labeur et de discussion critique qu'il m'a consacrées. À Jacques Ardoineau qui a dirigé mon HDR et m'a affilié à l'université. À Bernard Donadieu et Jean Signerol pour leurs conseils éclairés. À mes collègues de l'université d'Aix-Marseille, pour l'enrichissement intellectuel qu'ils m'ont permis. Pour sa présence affectueuse et patiente, à ma fille Pascale Bonjean. Enfin tout particulièrement à Baptiste Kokkinopoulos, sans lequel le texte et la bibliographie n'auraient jamais pu être mis en forme. Préface. Le travail du concept. Christiane Perron-Bonjean est à l'origine une philosophe tout à fait classique, explicitement intéressée par une éducation plutôt conçue et vue qu'entendue, et ainsi reconnue temporelle, et vécue en tant que processus, ce qui, en dépit d'Alain, n'est pas si courant en ces milieux. En outre, quand elle se veut pragmatique, ce sera la notion de formation qui prédominera. Nous avons donc affaire avec cet ouvrage à une formatrice qui nous propose une éducation par la philosophie, et plus précisément par son histoire, y compris et peut-être surtout, par l'histoire de ses tentatives, de ses visées inabouties, de ses impasses et même de ses renoncements. À une condition essentielle bien sûr, ne pas se tromper sur l'acception du terme de formation, car celui-ci a explicitement 2 sens, celui de former à, d'enfermer dans une forme précise, métier, savoir spécialisé, rôle social déterminé, et dans ce cas la formation pourra être constituée d'une somme de miettes de savoir additionnés, de savoir et savoir-faire minuscules mais convenablement agencés, transmis s'accompagnant des dressages nécessaires. Il ne faut pas oublier que dans la langue anglaise, seul le training, signifiant prioritairement entraînement, dressage, correspond approximativement à ce que nous mettons sous ce premier sens de formation. L'autre acception c'est celle d'une formation qui implique cette fois la personne tout entière, la personne en tant que telle avec ses particularités et ses singularités. C'est pour cela qu'aux yeux de Christiane Perron-Bonjean il ne peut y avoir de formation que générale, et donc à visée universalisante, le texte y insistera longuement. Il faudra surtout inviter la personne en formation à vivre à son tour l'histoire qui la forme, et c'est à cette aventure que prétend nous convier ce texte. Former ce n'est pas seulement instruire ou enseigner, c'est bien plutôt convier l'autre à partager, à vivre abstraitement le travail du concept, le faire participer à une longue histoire avec ses contradictions, ses retours, ses conflits. Mais former, et c'est par ces considérations que Christiane Perron-Bonjean conclura son ouvrage, ce n'est pas servir à autre chose qu'à ce mouvement même de la pensée se faisant, sans quoi ce ne serait qu'à servir. Ceci implique que la philosophie ne soit pas un savoir partiel, une des sciences de l'éducation, s'ajoutant à d'autres savoirs disciplinés comme ceux de la psychologie, de la sociologie ou de l'économie de l'éducation. Il ne faut pas non plus qu'elle soit un savoir spécialisé, par exemple une philosophie de l'éducation, qui contribuerait à l'édification dans le double sens ironique de ce terme, d'un savoir spécialisé de l'éducateur, on moralise comme on construit. Cette conception du rôle de la philosophie s'inscrit dans le parcours même de Christiane Perron-Bonjean. Elle n'est pas un professeur de philosophie. Bien qu'elle soit et se présente comme philosophe, bien que sa thèse sur Spinoza soit explicitement une thèse d'histoire de la philosophie, elle n'a jamais été, en tout cas depuis qu'elle est entrée dans l'enseignement supérieur, enseignante de philosophie au sens disciplinaire et administratif du terme. Mais elle n'a jamais été non plus, sinon pendant une relativement courte période en tant que professeur à l'université de Lyon 2,
enseignante en sciences de l'éducation, même si c'est dans cette discipline que s'est inscrite son habilitation à diriger des recherches. Christiane Perron-Bonjean a, au cours de sa longue histoire universitaire, contribué à former des professeurs de français langue étrangère, des politiques, de futurs magistrats et commissaires de police, des cadres de santé, des éducateurs sportifs et des journalistes et spécialistes en communication. Incidemment, elle a enseigné dans des départements de sciences de l'éducation, presque toujours comme chargée de cours. Fondamentalement, c'est pour elle la philosophie qui se veut formatrice ou éducatrice quand elle nous habite, en se subordonnant à la question du sens et en clamant son indifférence aux données du vécu. Notons-le, le sens et l'expérience bifurquent et se séparent. On comprend alors que Christiane Perron-Bonjean manifeste une certaine nostalgie à l'égard de la grande période des philosophes professeurs d'école normale, seule période où ce statut de philosophe-éducateur fut explicitement reconnu. Le projet de Christiane Perron-Bonjean est en effet d'éduquer par la philosophie et non d'éduquer à la philosophie. Cette éducation par la philosophie, c'est justement le travail du concept avec ses logiques, ses vicissitudes, sa critique continue, ses errements, ce que Christiane Perron-Bonjean entend mettre en scène sous le nom de topiques. Topiques qu'il lui faudrait explorer jusqu'au bout en partageant leur renversement. Christiane Perron-Bonjean distingue ainsi explicitement 3 topiques. Topique politique du lien de l'éducation avec la forme démocratique, mais Nietzsche viendra brutalement rappeler que quelle que soit l'étroitesse de ce lien, rien n'est plus aristocratique, plus élitaire que le travail du concept, topique éthique de la conscience morale, des valeurs et finalités propres, mais il faudra alors interroger la figure ambivalente et obscure du présupposé sujet. Le topique épistémique de la connaissance que Christiane Perron-Bonjean traitera dangereusement et de manière discutable à nos yeux, comme une espèce de la cognition, en ignorant, sans doute au nom d'un indéfectible attachement à la rationalité, toute la riche ambivalence que peut introduire le jeu de sens sur connaissance-connaissance, le naître avec, de Paul Claudel. Bien que ne partageant pas toujours toutes ces idées, je réponds ainsi avec un réel intérêt à la provocation adressée par Christiane Perron-Bonjean, de préfacer un ouvrage finalement beaucoup plus soucieux de la preuve que de l'épreuve, quand il s'agit d'établir la vérité. Cette préface est au demeurant pour nous, Christiane Perron-Bonjean, Guy Berger, moi-même, un nouveau bout de chemin à parcourir ensemble, un moment parmi bien des moments partagés, en particulier depuis la création de la FIRSE au début des années 90. Christiane Perron-Bonjean a choisi un titre séducteur pour présenter une vision unifiée des nombreux travaux qui furent les siens, le cercle des concepts disparus. Ce titre a en particulier cet avantage de rappeler celui du film éponyme et donc de rapprocher étroitement philosophie et poésie en tant que métalangage, de rappeler que le travail du concept est un travail éminemment poétique, d'où à nouveau la place illuminante de Nietzsche dans le parcours auquel elle nous invite. Ceux qui me connaissent et qui ont déjà assisté à nos échanges depuis une vingtaine d'années ne s'étonneront cependant pas que je me livre ici au plaisir de la provoquer en retour. Un cercle se distingue essentiellement d'une droite. Mais pour être courbe, il n'en demeure pas moins une ligne et le choix qu'a fait l'auteur de se présenter fondamentalement, après ceux qu'elle appelle ses maîtres comme historienne de la philosophie, participe de cette irréductible linéarité inséparable d'une ontologie classique. Un autre des intérêts de la notion de cercle, c'est qu'elle invite immédiatement à la confrontation cercle vertueux-cercle vicieux. Par ailleurs, un cercle, par définition, se veut en boucle sinon bouclé, ce qui interroge plus avant la référence, pourtant fort présente, à Edgar Morin. Pour ce dernier, en effet, ce qui est essentiel, c'est le retournement de l'un en l'autre, et donc du cercle vertueux en cercle vicieux. Christiane Perron-Bonjean se réfère, à plusieurs reprises à mon propre ouvrage Les avatars de l'éducation qui, comme celui qu'elle nous propose, reprend une longue suite de travaux antérieurs. Cette notion d'avatar est ce qui, pour nous, permet le mieux de comprendre la question de l'imaginaire. Un avatar, c'est un écart non statistique dans une lignée. À la fin, il y a appartenance à une même lignée biologique et il n'y a eu qu'un écart, un saut, une rupture. Il n'est d'avatar que du vivant. Une pierre ne saurait connaître d'avatar faute de secret, de puissance de désir, de devenir.
Ce qui est essentiel dans la notion d'avatar, c'est effectivement le thème du devenir. Le devenir est toujours devenir de ce qui est, et dans la vision classique, c'est un passage de la puissance à l'acte. Mais il est une autre façon de se représenter un tel mouvement. Avec l'histoire, c'est la prise en compte des péripéties de leurs agencements internes, de leurs bousculades. Les péripéties s'agencent en se bousculant, et c'est pour cela qu'elles ont besoin d'être ordonnées. Christiane Perron-Bonjean, elle, reprend l'histoire mais dans une volonté de périodiceur puis de boucler, de conclure. Cette absence de conclusion était pourtant une des caractéristiques des avatars de l'éducation. Donc si mon amie Christiane, légitimement, se réclame de notre rencontre, elle en est simultanément fort loin. Son projet est de fait normatif, et la nostalgie qu'elle manifeste à l'égard de la période historique des écoles normales ainsi que le choix plus ou moins explicite, ironiquement manifesté dans son sous-titre, de l'unicité possible d'une science de l'éducation, exprime bien ce souci de normativité. Par ailleurs il est, dans ce riche et souvent profond parcours, des termes significativement absents, comme ils sont la plupart du temps absents de l'histoire de la philosophie, ceux de pensée et de penseurs. Comme si la pensée parce qu'avant tout vécue, restait la cuisine des intérêts et des affects. En dehors de sa démarche d'universalisation et d'abstraction, dans son souci d'élaboration rigoureuse et achevée, la philosophie, selon Christiane Perron-Bonjean, laisse en fait bien peu de place au tâtonnement d'une pensée en train de se faire. Ces termes de pensée et de penseur, d'une manière un tant soit peu méprisante, sont, on le sait, régulièrement réservés à ceux qu'on rencontrera de préférence dans les histoires de la littérature, Montaigne, Pascal, Montesquieu, en une certaine mesure Rousseau, et il est manifeste que Christiane Perron-Bonjean ne veut donner place en l'occurrence qu'à l'auteur du contrat social et ignore systématiquement l'Émile et plus encore les Confessions. Elle aurait pu rencontrer ce terme chez Kant avec que signifie s'orienter dans la pensée, mais, à la suite de Kant, elle préférera parler de jugement d'entendement et de raison, de catégorie et de forme a priori de la sensibilité. Pourtant former une personne, mais ce terme aussi fut évacué, nous l'avons signalé à propos du sujet, c'est bien former quelqu'un qui pense et le former inlassablement à penser et à penser encore, penser dans le temps, penser le temps et le vivre en même temps. Penser plus que connaître, plus que construire des concepts. C'est bien à cela qu'elle nous invite, mais sans trop le dire. Jacques Ardoineau, août 2010. Introduction. Il y a une pluralité d'histoires récurrentes, forgées par les inventeurs et chacune est adossée à la dernière en date des vérités. 1. Ce livre a pour finalité un filtrage récurrent, au sens de Michel Serres, de l'histoire des concepts philosophiques à propos de l'éducation. Adossé à de nombreux auteurs, il se présente comme une sorte de cercle infernal dans lequel chaque mise en scène apparaît sous un angle de vue, puis réapparaît sous un autre et disparaît. Somme toute, il cherche à décrire des topiques de la philosophie. Originairement, nous nous intéresserons à deux topiques de la philosophie. La philosophie comme projet de société démocratique antique puis moderne, visant des finalités politiques, et la philosophie comme projet de définition d'un sujet digne, à la poursuite de finalités morales et ou éthiques. En nous inscrivant dans le politique, nous mettrons à jour une impossible dialectique singulier particulier universel, dialectique dans laquelle le concept d'éducation est marginal, Livra, premier chap. Puis en déplaçant le lieu de la philosophie vers la morale, nous retrouverons le même jeu dialectique, ce qui nous obligera à nous pencher sur des concepts d'éthique différentes. Mais toutes ces éthiques demeurent des contreparties de la croyance au concept de sujet abstrait, présupposé théorique présent dans toute pensée humaniste. Nous refuserons alors ces fictions théoriques de l'universel abstrait, nous instruisant peu sur le processus éducatif et nous obligeant à entrer dans une sorte de croyance en l'une ou l'autre fiction. Pour sortir de ces préjugés, nous devrons répondre plus précisément à la question des valeurs avec l'école de Bade puis à celle des normes. Malheureusement, normes et valeurs renverront sans cesse les unes aux autres, puis seront évincées par la normalisation amenée par l'utilitarisme, Livra, deuxième chap. Alors, consciente du fait que les deux topiques précédentes ne posent pas la question de l'éducation en tant que telle, nous tenterons un essai plus contemporain afin de déceler quelques intuitions a priori concernant le processus de l'éducation. Et nous postulerons l'éducation comme science des différences singulières, Livra, troisième chap.
Cet accent porté sur la singularité nous entraînera vers une esthétisation du politique et de l'éducation grâce à la convocation d'auteurs tels que Nietzsche, Heidegger et Arendt. Livre B, premier chap. Cette autre mise en scène refuse le contexte téléologique de la politique et de la morale, et évite l'universalisme abstrait car l'action individuelle y est à elle-même sa propre finalité. Le politique et l'éducation entendus comme « art vivant » nous permettront de critiquer certains poncifs à propos de l'école actuelle. La culture commune, les disciplines scolaires, la séparation formation générale-formation professionnelle, le recours au tome IC. Nous préciserons alors une autre vision de l'école, livre B, deuxième chap. Mais cette esthétisation repose sur une pensée trop subjectivo-centrée, ce qui risque de laminer tout projet démocratique de la poly. Nous nous essaierons alors à une démythologisation du concept de sujet à l'aide de deux champs théoriques. L'histoire de la philosophie puis l'épistémologie. La philosophie devrait alors se résoudre à un projet plus modeste que celui de ses ambitions originaires. Livre B, troisième chap. Elle s'ancrerait dans des visées plus cognitives. Philosopher équivaudrait à l'art de concevoir. Nous préciserons ce que serait une mentalité élargie, et construirons pour cela des outils d'apprentissage rhétorique, livre B, quatrième chap. La dernière mise en scène s'adossera à la dernière en date des vérités. Les sciences humaines et parmi elles les sciences de l'éducation apparaissent souvent, pour demeurer des sciences, comme l'aboutissement de la définition du concept d'état positif de la pensée dans le cours de philosophie positive d'Acomte. N'aurait droit au titre de science que ce qui permet d'expliquer par ses causes un phénomène bien délimité. L'ombre de la critique de la raison pure planerait encore avec sa construction du concept de phénomène. Pour Comte, au XIXe siècle cela semble légitime, mais chez les auteurs du XXe et XXIe siècle, l'est-ce encore ? En acceptant ce choix épistémologique, la discipline philosophique serait complètement exclue de tout savoir voulant se présenter comme science. Ou à tout le moins on ne pourrait la conserver que comme raison ratiocinante, utopie. Pour appuyer cette thèse, nous rappellerons les porte-à-faux de la discipline philosophique en sciences de l'éducation. Refus de sa pertinence pour former les enseignants et arguments épistémologiques à propos de sa non-scientificité, livre C, premier chap. Afin de rejeter cette impossibilité d'appartenance de la philosophie aux sciences actuelles de l'éducation, nous creuserons plus précisément le concept de cognition, lieu spécifique pressenti pour la philosophie dans l'acte d'éducation à la fin du livre B. Pour ce faire, nous éclairerons quelques ancrages scientifiques contemporains du processus de cognition, la psychologie cognitive et les neurosciences. Nous critiquerons la surdétermination des choix scientistes ou pragmatistes dans le champ des sciences de l'éducation tendant à trop scientifiser le phénomène de l'étude et rejetterons ces pistes, livre C, deuxième chap. Enfin, nous reviendrons à un ancrage plus philosophique du processus de connaissance, telle la psychologie immanente de la phénoménologie, afin d'entendre le cogito comme jaillissement des idées. Car le projet de Husserl dans la crisis d'une philosophie pouvant être entendue comme une science, correspond à notre quête. Cet ancrage nous permettra tout d'abord d'inventer une méthode de recherche associant Hume et Husserl, puis de les dépasser à l'aide de ce que Gilles Deleuze intitule l'empirisme transcendantal, seule méthode compatible avec ce que Hélène Védrine condense dans son célèbre livre Le sujet éclaté, livre C, troisième chap. Nous conclurons cette enquête en ouvrant des lieux possibles de la philosophie en sciences de l'éducation. Travail foucaldien ou deleuzien de critique, d'archéologie et d'épistémologie. Livre A, des fictions, théorique à une, analyse phénoménologique. Chapitre 1, topique I, forme démocratique et éducation. Vers une impossible dialectique. Singulier. Particulier, universel. Lorsqu'Antoine Prost choisissait comme titre d'un de ses livres Éducation, Société, Politique 2, cela présupposait deux implicites. D'abord celui de l'éducation comme notion première instituant la société et le choix de diverses politiques, puis l'attribution du singulier aux deux premiers concepts et du pluriel pour le dernier. Ce pluriel proviendrait d'une contamination du mot anglais policy, qui témoigne plutôt de démarches stratégiques visant la réalisation d'objectifs. Notre projet, au contraire, pencherait pour le politique au singulier.
Il viserait à privilégier l'institution du politique sous sa forme démocratique. Car fidèle à Castoriadis, nous entendons par politique l'activité collective explicite qui vise l'institution globale de la société comme telle. Pour nous, comme pour Castoriadis, une telle activité ne peut exister presque par définition que dans un contexte démocratique. 3. Nous tenterons donc de présenter le surgissement originaire de la polis grecque, dont la résultante serait l'éducation des citoyens, car on ne considère pas suffisamment combien il y a peu de choses dans la vie ordinaire de la plupart des hommes, qui puissent donner quelque grandeur soit à leur conception, soit à leurs sentiments. La plupart du temps l'individu n'a aucun accès auprès de personnes d'une culture bien supérieure à la sienne. Lui donner quelque chose à faire pour le public supplée jusqu'à un certain point toutes ses lacunes. Si les circonstances permettent que la somme de devoirs publics qui lui est confiée soit considérable, il en résulte pour lui une éducation. 4. Puis on explicitera les raisons de la disparition de la démocratie dans la Grèce antique. Enfin, on s'attachera à dénouer les principes d'une forme démocratique moderne dans laquelle l'éducation ne serait plus qu'un simple moyen de restauration de la volonté générale dans le cœur des citoyens. Forme démocratique entachée de failles selon la lecture d'Althusser. Failles qui proviendraient dans la modernité d'une impossible dialectique du singulier, du particulier et de l'universel, failles révélées par la question de la justice sociale. Dans la mise en scène antique, les concepts clés sont la diade chaosmos-cosmos, sorte de désordre-harmonie préétablie à laquelle tous les êtres appartiennent. La philosophie visant l'harmonie afin d'éviter le chaos, a dans un premier effort tenté de concilier le multiple et le réel de l'existence terrestre avec l'un et l'idéal de l'harmonie cosmique. Mais elle a très rapidement compris cette tâche théorique comme quasi insoluble. Empédocle, héritier de Pythagore V, concevait une cosmogonie du un en sacrifiant le multiple et Démocrite, avec l'atomisme inventé par Leucippus, sacrifiait le cosmos un, cosmos, au profit du multiple. Acculés dans une impasse, les penseurs sophistes abandonnent la réflexion cosmologique au profit de la constitution du politique. Dans sa forme originaire, la démocratie correspond à l'invention d'une forme de partage des pouvoirs par une communauté d'hommes. Dans cette mise en scène hellénique de la polis, pioli, on est loin de la recherche d'une association d'individus tel le contrat social car le concept d'individualité n'existe pas encore. 7. IA. Du politique démocratique, originaire à sa dissolution. Entre 460 avant Jésus-Christ et 322, la philosophie grecque peut être divisée en deux phases, la sophistique et les philosophies qui lui succédèrent, à savoir celles de Socrate, de Platon et d'Aristote 8. La période sophistique s'étend entre 460 et 400 av. JC, et correspond à toute la période de l'administration de Périclès et de l'hégémonie d'Athènes. On peut imputer trois sources au pouvoir politique. Le pouvoir se fonde sur l'aristocratie de la naissance, puis sur l'aristocratie de la richesse. Enfin advient la constitution originaire de la démocratie. Le second moment fut plus bref que le premier car les riches manquaient de titres pour soutenir leurs privilèges. Quant à la démocratie naissante, aucun autre principe politique ne fondait le pouvoir que l'appartenance à la communauté. D'ailleurs Castoriadis insiste sur la conscience très forte de cette appartenance. 9. Conscience manifeste par l'appel au suffrage, le citoyen athénien lève la main, se fait connaître et donne son avis. 10. Et par le recours au tirage au sort en ce qui concerne la boulée 11, les tribunaux et un certain nombre de magistratures. Du point de vue moral, ce bouleversement eut des conséquences. Il imprima dans les esprits le sentiment de l'instabilité des choses. Les lois apparurent comme des créations toutes humaines. Elles perdirent leur caractère sacré et immuable. La loi devint synonyme de convention. Elle devint donc susceptible d'être modifiée. Car comme le signale Castoriadis, il n'y a pas de bonne société, de société juste et libre une fois pour toutes, il s'agit d'un processus de création historique où la société a constamment la possibilité de remettre en question ses lois et ses institutions. 12. Dans son institution, la démocratie fit une large place à l'éloquence. Pour une cité démocratique, tout devait être obtenu par la persuasion. On parlait à des hommes libres, égaux. Le seul moyen de parvenir à ces fins, c'était donc de les décider à voter la mesure que l'on soutenait. Ainsi se développa l'éloquence avec ses éléments,
la dialectique quant au raisonnement et l'art de toucher les passions, c'est-à-dire la rhétorique. Au point de vue religieux, les guerres médiques avaient fait connaître aux Grecs une multitude de dieux nouveaux, de là un respect moindre pour les dieux nationaux. De plus, l'art, la statuaire eurent pour résultat de montrer les dieux sous des formes proches des hommes, purs produits de l'imagination humaine. Enfin, les spéculations des anciens sages influencèrent les croyances. Il faudrait rappeler qu'Anaxagore et Protagoras furent condamnés pour leurs opinions sur les dieux, ce qui prouvait que les idées des philosophes pénétraient la foule. En s'ébranlant, le principe religieux menaçait tout le reste de ruine. Ainsi, soit dans l'ordre politique, soit dans l'ordre moral, soit dans l'ordre religieux, le libre examen se substituait à la tradition. On écartait ce qui ne pouvait se démontrer par la parole, et on substituait l'humanité aux dieux. On croyait à la possibilité et à la valeur de la persuasion. La raison humaine devenait la seule mesure des choses. La philosophie ne pouvait être indifférente à cet état d'esprit. Seul un terrain nouveau comme celui des discours pouvait la sauver. Pour cela, les philosophes renoncèrent à étudier le cosmos pour se tourner vers la cité. Puis, émerveillés de la fécondité de ce sol nouveau offert par le monde politique, ils se demandèrent si on ne pouvait pas y trouver des éléments pour une conciliation de l'un et du multiple, conciliation qu'avaient vainement poursuivie les anciennes cosmogonies. La première tâche fut remplie par les sophistes, prendre possession du monde de la vie pratique, vie intellectuelle et vie morale étant encore confondues. La seconde tâche fut celle de Socrate, de Platon et d'Aristote, chercher si dans ce monde nouveau ne pourrait s'opérer la conciliation de l'un et du multiple. 1. L'éducation politique des citoyens selon Protagoras. Afin de mieux situer les sophistes, prenons l'exemple de Protagoras. Né à Abdère, il vécut entre 485 et 410 avant Jésus-Christ. Compatriote de Démocrite, son apogée se situe entre 444 et 440. Dès sa 30e année, il parcourut les villes grecques en offrant contre rémunération son enseignement à tous ceux qui voudraient acquérir un degré de culture supérieure. Le premier, il brava l'impopularité attachée au nom de sophiste et revendiqua ce nom. Il laissa ses élèves juges du prix à payer et leur permit de verser ce prix soit à lui-même soit à un temple. Il se donnait comme maître dans l'art de former un homme et un citoyen. Il professait les vertus civiques et l'économie domestique. Il enseignait à avoir le dessus dans la discussion, à faire de la cause la plus faible la cause la plus forte. Il introduisit les combats d'arguments. Le premier, il inventa la technique des discussions sur les thèses, l'art de réfuter à volonté une thèse ou son contraire, l'art de confondre son interlocuteur quel que fût le terme de l'alternative choisie. 13. Il prétendait que quiconque s'attachait à lui et recevait son enseignement s'en trouvait meilleur. Il avait l'ambition d'enseigner la vertu, car elle pouvait être apprise et acquise. Comment la définissait-il ? Elle se résumait d'une part, en la prudence dans l'administration des biens et des affaires domestiques et d'autre part en l'habileté à agir et à parler en ce qui concernait les affaires publiques. Son axiome était le suivant, bien agir comme citoyen c'est par-dessus tout respecter la justice 14, et la pudeur entendue comme juste mesure 15. En ce qui concernait la parole, la vertu 16 consistait à être capable de triompher dans les luttes oratoires et à faire paraître plus forte une cause qui préalablement paraissait plus faible. D'ailleurs, sous toutes ses formes, le bien était considéré comme relatif. Ce qui était utile à l'un était nuisible à l'autre et réciproquement. Mais comment acquérir la vertu ? Protagoras professait que ni le hasard ni même la nature ne pouvaient rendre un homme vertueux. Il considérait le sentiment de la justice et de la pudeur comme inné dans l'homme, mais cette présence ne suffisait pas. La vertu était affaire de nature 17, d'art 18 et d'exercice 19. Protagoras croyait donc au progrès des humains. Il fallait donc ajouter à la nature l'art et la pratique. L'art et la pratique n'étant rien l'un sans l'autre. Quels étaient les motifs de cette doctrine dite positive ? En premier lieu, l'idée d'utilité car dans une cité démocratique la valeur avait une bien plus grande importance que dans un État aristocratique, d'où l'idée d'une éducation non seulement physique mais aussi intellectuelle et morale. En second lieu, l'idée de la possibilité d'une éducation morale. Déjà remarqué Protagoras, l'éducation selon l'opinion de la foule elle-même était possible et efficace. D'où son éloge des cités 20,
des progrès réalisés par l'humanité et de la civilisation. Comment rassembler cette doctrine sous forme synthétique? Cette doctrine spéculative est classiquement rappelée sous la célèbre formule « L'homme est la mesure de toute chose ». Mais comment expliciter cette phrase? Pour Protagoras, les choses sont non en elles-mêmes, mais seulement pour l'homme, telles qu'elles apparaissent. Rien n'existe comme sensible en dehors de la sensation. De plus, l'homme est la mesure de toute chose en agissant. Il se doit d'être un citoyen actif qui veut quelque chose pour la société et son institution, et considère que la réalisation de ce quelque chose dépend de lui et des autres. 21. Cette maxime a pour le philosophe une valeur pratique. Les vérités se ramènent à l'utilité, l'homme doit accueillir les opinions les plus appropriées à sa nature et à son bien. Il n'y a pas d'opinion plus vraie qu'une autre, mais il y en a de meilleures. On substitue l'idée bonne et utile à l'idée vraie. La prépondérance de l'intérêt pratique résulte du scepticisme et y contribue. On associe ainsi une morale relativement dogmatique à une logique sceptique. Pour ces raisons, la philosophie pratique prend le dessus sur la philosophie spéculative. Elle cherche ce qui convient à l'homme du point de vue politique. Cependant, elle préconise deux choses essentielles, à savoir la justice par laquelle se conserve l'état social et la dialectique accompagnée de la rhétorique par lesquelles l'homme agit sur ses semblables. Mais la sophistique allait entrer dans une autre période considérée comme plus négative. 2. L'évolution de la sophistique, Hippias, Polo, Thrasymachus, Chrysia, Eutydème. La sophistique présente une évolution avec des moments essentiels. Si Protagoras et ses successeurs soutenaient des doctrines dignes d'hommes sérieux, cela pourrait être considéré comme la première étape de la sophistique. En effet, chez Protagoras de belles doctrines sur la vertu et la sainteté de la justice. Chez Gorgias, des portraits moraux et même des spéculations sérieuses sur l'être. Chez Prodicos, des maximes et des explications des dieux par des raisons naturelles sans rien d'irrévérencieux. Le deuxième moment de la sophistique serait introduit par Hippias. Il accomplit une distinction dangereuse entre droit positif et droit naturel. Toutefois, il ne se révolte pas contre le droit positif. S'il distingue deux formes de droit, il n'établit pas entre elles de contradiction radicale. Mais survient le dernier moment de la sophistique incarné par Polo, Thrasymachus et Chrysia. Pour ces auteurs, droit naturel et droit positif sont contradictoires. La force est de l'ordre du naturel tandis que la religion et la morale sont du côté du droit positif. Même les dieux sont expliqués d'une manière révolutionnaire. Chrysia ne voit plus en eux que l'invention d'un homme habile à la recherche d'un vengeur pour les fautes cachées. Et c'est dans cette même période qu'apparaît l'éristique 22, frivole d'Eutydème. Les anciens sophistes avaient mis le vraisemblable 23 à la place de la vérité. Les nouveaux sophistes vont jusqu'à soutenir l'absurde 24, afin d'avoir le dernier mot pour se faire admirer et faire rire de l'adversaire. Telle fut l'évolution de la sophistique. Quel rapport? Quelle solidarité entre les premiers et les derniers sophistes? Protagoras et ses successeurs immédiats sont plus estimables qu'un Polo ou un Calliclès, mais les doctrines de ces derniers étaient contenues en germe dans celles des premiers. Le scepticisme théorique des premiers sophistes est la source du choix de la frivolité et de l'immoralité des derniers. Car le principe de Protagoras selon lequel l'homme est la mesure de toute chose pouvait être interprété dans une direction plus sensualiste comme la souveraineté du caprice individuel, ainsi l'ont compris les derniers sophistes. Mais il pourra aussi être lu comme souveraineté de la pensée 25 humaine distincte des sens, souveraineté permettant d'inventer une nouvelle démiurgie de la persuasion, la connaissance, la défense et la pratique de la justice. Ainsi le feront Socrate puis Platon. 3. Critique de la période sophistique, vers une éducation à la sagesse. Selon Platon, le sophiste est un marchand qui attire, exploite les garçons riches et fait commerce de la science. Dans le Gorgias, Platon désigne la sophistique comme un art mensonger consistant à donner l'illusion de la science, sans la posséder, de façon à l'emporter dans la discussion sur les spécialistes. Ce n'est pas un art mais une parodie de l'art. L'art légitime se règle sur le cosmos tandis que la flatterie se règle sur les goûts de ceux auxquels l'on s'adresse. Platon précise cette opposition entre l'art vrai et la flatterie en ce qui concerne le corps, et en ce qui a trait à l'âme. Pour le corps, la médecine et la gymnastique s'opposent à la cuisine et à la toilette tandis que pour l'âme,
la justice et la dialectique contredisent la rhétorique et la sophistique. On perçoit ainsi la rhétorique comme pendant de la cuisine et la sophistique comme cosmétique de l'âme. Aristote n'est pas plus indulgent. La sophistique est la science qui se renferme dans l'accident et non dans l'essentiel. Les reproches de Platon et d'Aristote conduisent à deux critiques principales. Les sophistes font payer leur enseignement et ils enseignent la fausse sagesse. Examinons leurs reproches. La vénalité. Cette critique ne concerne que l'évolution de la période négative de la sophistique, car il faut faire une différence entre les premiers et les derniers sophistes puisque Protagoras laissait à ses élèves le soin de fixer le prix de ses leçons. De plus, même dans la seconde période, les sophistes faisaient profession de communiquer des choses utiles à leurs semblables. La fausse sagesse. C'est un grief plus important. Cependant, si Platon et Aristote peuvent émettre ce reproche, c'est qu'ils ont à leur disposition la distinction entre l'intelligence et la sensation, l'accident et la substance, distinction conceptuelle qui n'existait pas encore au temps des sophistes. La sophistique ne fut donc pas toujours une fausse science déclarée et construite comme telle. 3.1. Origine et rôle de la sophistique. La sophistique procède de causes sociales et de causes philosophiques. Les causes sociales sont la transformation, voire la diminution des croyances religieuses, en raison de l'apport d'autres divinités dues aux guerres avec d'autres cités, comme nous l'avons déjà explicité auparavant. Par voie de conséquence, l'éducation intellectuelle et morale prend de l'importance dans une démocratie en train de s'auto-constituer à Athènes. Les causes philosophiques sont le progrès de la réflexion scientifique des philosophes des siècles antérieurs, et surtout l'impasse dans laquelle se trouvait l'opposition des cosmogonies. L'origine de la sophistique est dans cette force de la réflexion que le scepticisme avait détaché de son objet le cosmos pour l'appliquer aux idées, aux intérêts et au monde humain hellénique. Quant à son rôle, il est double. Les sophistes contribuèrent à l'achèvement de la révolution contre la tradition religieuse. Ils propagèrent même dans les esprits, selon Thucydide, l'idée du droit du plus fort car le politique syrique dans le polémos. Ils apportèrent aussi la logique sous la forme de la rhétorique en vue de la solution la plus probable, et le culte de la vertu et de la prudence comme fondement de la vie bonne. Mais lorsqu'ils cherchèrent à les fonder, ils ne trouvèrent que des motifs de scepticisme car ils ne savaient recourir qu'au ancien système. 3.2. Socrate ou l'avenir de la pensée grecque. Si les sophistes étaient avant tout des hommes de pratique, il y avait eu de tout temps en Grèce des sages spéculant d'un point de vue général tels que Hésiode, Solon, Thalès, Pindare. Cette sagesse devait-elle disparaître et s'effacer devant la vie publique ? Au contraire, c'était de ce côté qu'était l'avenir de la pensée grecque. En effet, lorsque dans une société le doute envahit les esprits, alors se substitue aux religions une morale fondée sur la raison seule. Socrate est l'un de ces sages. Devenu philosophe, il procède des penseurs moralistes mais il appartient à une époque de scepticisme et il veut asseoir la conscience hellénique en fondant scientifiquement la morale, la justice et la politique sur la raison. Il applique la réflexion non pas comme les sophistes aux idées régnantes, mais aux plus hautes et plus belles idées des sages anciens. Socrate applique à la morale des sages la rhétorique sophistique. Il cherche dans cette morale transformée en morale philosophique, un point d'appui pour la pensée hellénique. En conclusion, la pensée politique platonicienne se fonde sur un universel abstrait, le cosmos, monde des formes idéales abstraites dans lequel beau, bien et vrai sont indifférenciés. De là, la cité idéale de la République ne peut être que le reflet de cette abstraction. Seuls les philosophes ayant accompli le cheminement de la connaissance théorique, dialectique ascendante, et pratique, dialectique descendante, pourront devenir les magistrats gouvernant la cité. Dans cette conception, le connaître ne peut révéler que ce que l'on contient originairement. De là, pour le politique, l'évacuation de l'idée démocratique au profit de la hiérarchie ontologique des êtres et l'assimilation de l'éducation à la connaissance de ce que nous sommes cosmologiquement. Les 4 cycles de l'éducation, gestuelle, corporelle, scientifique et philosophique, n'existent que pour mieux révéler ce que l'on est et perfectionner le métier y afférent, artisan, soldat, savant, philosophe, magistrat, en vue de la cité idéale. Chaque homme n'accomplit cette progression des moments de l'éducation que jusqu'au moment où il se révèle être le plus en convenance avec tel ou tel cycle.
Là s'arrêtera alors l'éducation afin d'entreprendre l'observation et le commerce avec ceux pratiquant déjà le métier qui leur est le plus approprié, c'est-à-dire en harmonie avec leur essence. Dans la conception politique de Platon, il n'existe ni singulier, au sens de la construction du concept de l'individualité opérée à la Renaissance, ni particulier. Le citoyen appartient originairement au cosmos et n'a qu'à tenter de mieux se connaître lui-même, en un sens ontologique, comme le préconise l'adage de Delphes. Et un seul universel abstrait demeure primordial car tous les êtres lui appartiennent, à savoir le cosmos originaire. Après cette disparition progressive de la forme politique démocratique instituée par les premiers sophistes, pervertie par les seconds et invalidée par Platon, 26, il nous faut comprendre comment cette forme démocratique s'est réinstituée à l'époque moderne et quelles sont ses conséquences sur la pensée de l'éducation. Nous choisissons afin de mieux la cerner d'approfondir une de ses figures théoriques, à savoir celle de Rousseau, plutôt que de retracer sa genèse à travers de nombreux auteurs tels Hobbes, Grotius, Pufendorf. La mise en scène de la nature s'est transformée en raison de la perte du concept de cosmos au profit d'un monde infini 27, créé par un Dieu transcendant à ce monde. De l'harmonie originaire de tous les êtres immanents au cosmos, on est passé à une vision de la séparation. Séparation de Dieu et des êtres, séparation des êtres entre eux, voire même séparation de deux substances composant l'être humain, à savoir l'esprit et le corps 28. IB. L'instrumentalisation de l'éducation au bénéfice du politique démocratique moderne. Les textes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 comme celui de la Constitution du 24 juin 1793 peuvent être lus comme un héritage rousseauiste. Une analyse de la construction du modèle théorique de Rousseau à travers ses principaux ouvrages, le second discours sur l'origine de l'inégalité et le contrat social, est essentielle méthodologiquement afin de déceler les soubassements qui fondent ces textes. La compréhension du passage hypothétique de l'état de nature au pacte social, et l'explicitation des concepts de souverain, de loi et de citoyen, doivent légitimement précéder la vision plus percutante de la cohérence de ce modèle théorique. On pourra alors déceler si les textes fondateurs sont ou non habités par des contradictions. Et si cela était, on sera donc en mesure de suivre et de dessiner leurs traces 29. 1. Le fantasme de l'état de nature chez Rousseau. Aucun mot n'a hanté Rousseau autant que celui de nature. Vieillissant, il s'est voulu l'homme de la nature, il s'est fait et est demeuré le théoricien de la bonté naturelle. Dans le premier discours sur les lettres et les arts, il précise l'opposition entre l'artificiel et le naturel. Artificielle serait la vie luxueuse, oisive dans la société des grandes villes où l'on n'assume plus les fonctions essentielles de l'homme. Artificiel, cet individu masqué qui ne va vivre que de l'opinion que l'on a de lui, celui que Rousseau s'acharne à appeler l'homme inauthentique, l'homme de l'homme. 32 insistera dans les 1000 sur l'opposition entre l'amour-propre qui dépend de l'image que l'on a de nous et l'amour de soi qui est le fondement de l'authenticité. Naturelle, par contraste, serait la vie utile où l'on est soi-même, vie remplie de tâches familiales et professionnelles par lesquelles l'homme se ferait être ce qu'il est lui-même, à savoir l'homme selon la nature. Pour sortir du néant et pour demeurer un homme authentique, il suffit que l'homme rentre en lui-même pour connaître sa nature, son devoir et ses fins. En raison de ces définitions, comment pourrait-on alors expliciter ce que Rousseau entend par l'état de nature ? Tous les théoriciens du contrat social se sont interrogés sur l'origine de la société civile. Hobbes, Locke et Rousseau ont été obligés de définir un état originaire. Les philosophes qui ont examiné les fondements de la société civile ont tous senti la nécessité de remonter à l'état de nature. 31. Hypothèse théorique dont ils ne pourront jamais démontrer la certitude de fait. 2. L'homme singulier à l'état de nature. C'est un état d'indépendance et d'innocence. L'homme vivait bon, libre, heureux mais il ne le savait pas. 32. C'est l'âge d'or idyllique. Jouissant d'une liberté naturelle, les hommes ne se rencontraient jamais, allaient où cela leur chantait. Ils n'avaient aucun problème de subsistance, trouvant dans la luxuriante nature tout ce qu'il leur fallait pour subvenir à leurs besoins. Seule une convention mutuelle, due à un consentement réciproque afin d'entrer dans une communauté et afin de former un corps social, pourrait mettre fin à l'état de nature. Or, comme ils sont isolés et heureux,
on est loin de la nécessité et de la possibilité d'un tel pacte. Rousseau critique fondamentalement Hobbes et sa volonté de calquer la philosophie politique sur la science la plus avancée de l'époque, la mécanique des corps en mouvement. Les êtres humains seraient des corps avec des phénomènes d'action et de réaction dynamiques. Hobbes prétend que l'homme est naturellement intrépide, Homo homini lupus 33, et ne cherche qu'à attaquer et à combattre, tandis qu'au contraire Pufendorf pense que nul n'est si timide que l'homme à l'état de nature toujours tremblant et prêt à fuir au moindre bruit 34. Lorsque Rousseau parle d'égalité naturelle, il entend que nul ne peut dans l'état de nature assujettir autrui sans son adhésion. Aussi l'inégalité naturelle, si elle existe, est loin d'avoir la portée qu'Hobbes lui attribue. À propos des textes de Rousseau, un contresens pourrait être dû à une interprétation morale de la bonté. À l'âge d'or, aucune connotation de bien ou de mal ne peut exister. Le bon sauvage n'évoque qu'une simple idée de non-agressivité car la morale exige d'une part la communauté et la rencontre des individus et d'autre part l'établissement de règles de vie en rapport avec les concepts de bien et de mal. Un autre contresens consisterait à surcharger la notion de liberté naturelle d'une surimpression toute cartésienne, voire quasi-existentialiste. La liberté désigne tout simplement les libres allées et venues du bon sauvage dans cette nature parfaite. Errant dans les forêts sans industrie, sans parole, sans domicile, sans guerre, sans nul besoin de ses semblables comme sans nul désir de leur nuire peut-être même sans jamais en rencontrer aucun individuellement, 35. Dans l'état de nature rousseauiste, on est à l'opposé de la conception aristotélicienne de la sociabilité naturelle de l'animal civique 36. Du couple à la famille, de la famille à la colonie, de la colonie à la cité. L'homme à l'état de nature est un être solitaire, se suffisant à lui-même puisqu'il trouve dans la nature tout ce qui est nécessaire pour satisfaire ses besoins physiques, et peut donc sans aucun inconvénient se passer de l'existence de ses semblables. Au demeurant, l'homme est dit bon, libre, heureux, indépendant et perfectible. Quel est donc le sens de ce concept de perfectibilité chez Rousseau ? Aussi longtemps que les hommes n'ont aucune communication entre eux et aussi longtemps qu'ils ne se rencontrent pas, la perfectibilité n'a aucune fonction. En revanche, c'est elle qui va permettre l'évolution du bon sauvage en un homme doué de langage, d'intelligence, de qualité morale et industrieuse immédiatement après que les hommes ont été contraints de se regrouper. La raison de ce regroupement est toute mécanique. Une nature moins luxuriante due à des sécheresses climatiques répétées, un relief moins accueillant à cause de catastrophes naturelles telles les tremblements de terre ou les inondations, tout ceci impliquant par voie de conséquence la nécessité pour les hommes de se rencontrer autour des seuls lieux où l'on puisse encore boire et manger. La perfectibilité permettra le développement d'abord du langage et de l'intelligence, puis des règles de moralité pour la vie commune autour des points d'eau. Ensuite, viendront le développement de l'agriculture et de l'industrie. Le passage du bon sauvage à l'homme intelligent et moral s'effectue donc bien à partir du pivot de la perfectibilité, pivot présent à l'origine dans la définition du bon sauvage, pivot qui ne deviendra facteur d'évolution qu'après l'intervention accidentelle des funestes hasards des catastrophes naturelles, 37. Le moteur de l'évolution est donc bien tout naturel. 3. Naissance des volontés particulières. Cependant, la première phrase de la seconde partie du discours témoigne de l'apparition d'une volonté particulière. Le premier homme qui eut l'idée de tenter de s'approprier un des rares endroits naturellement vivables est à l'origine de l'inégalité entre les hommes. Le premier qui ayant enclos un terrain s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouvant des gens assez simples pour le croire fut le vrai fondateur de l'inégalité parmi les hommes, 38. Une autre implication funeste procède de la volonté particulière de propriété. Pour conserver ses terres, le propriétaire est obligé de se défendre contre d'éventuels agresseurs et l'on entre, sans s'en être aperçu, dans le fameux état de guerre généralisé. État impliqué naturellement et immédiatement chez Hobbes par sa définition de l'homme originairement agressif, alors que chez Rousseau cet état est amené à la fin du second discours sans presque que l'on ne s'y attende. De l'âge d'or aux catastrophes naturelles, de la perfectibilité à l'idée de propriété, nous voilà entraînés dans une logique de guerre à laquelle la nature idyllique ne nous avait en rien préparés. La crainte de la mort, l'instinct de conservation et l'égoïsme de l'être humain seront les raisons de la recherche d'une solution.
La convention première, pacte à l'origine de la société, ne provient que d'une mécanique de peur. Comme l'homme n'est jamais sûr d'être toujours le plus fort, comme il risque non seulement la perte de ses biens mais aussi la mort, il devient nécessaire d'inventer une convention qui lui permette de s'unir avec les autres hommes dans une société civile. Ils pactisent donc pour ne pas mourir. Ils s'unissent pour ne pas devenir esclaves des plus forts. Avec la fin de la forêt s'achève l'âge d'or. Avec l'avènement de l'intelligence et de l'idée de propriété prend fin l'état de paix. Les qualités rationnelles de l'être humain se sont retournées contre elles-mêmes. La tyrannie des rapports de force est instituée. La liberté naturelle est définitivement perdue. 39. Chaque individu sent peser sur lui le risque de mort. 4. Aliénation des volontés particulières, le pacte social. Puisque les individus, par instinct de conservation, doivent contracter afin de sortir de l'état de guerre généralisée, ils doivent aussi trouver une forme d'association qui définisse et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. 40. Ce pacte est le fondement théorique de toute démocratie. En effet, le pouvoir est octroyé au peuple qui, par le fait du contrat. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.